Saviez-vous qu'en chacun de nous, indépendamment de notre genre, réside un archétype féminin puissant, un concept que Jung a exploré il y a plus d'un siècle? La plupart des gens ignorent complètement cette ressource intérieure profonde. Cette vidéo révèle comment la compréhension de ces secrets jungiens peut libérer votre véritable potentiel et vous donner du pouvoir de manière que vous n'avez jamais imaginée, transformant votre perception de vous-même d'ici le 29 septembre 2025. Bienvenue, chers spectateurs. Aujourd'hui, nous embarquons ensemble dans un voyage fascinant au cœur de la psyché humaine. Un voyage qui pourrait bien transformer radicalement votre compréhension de vous-même et de votre potentiel inexploité. Pendant des décennies, le terme « pouvoir féminin » a été galvaudé, instrumentalisé, déformé par d'innombrables interprétations superficielles. Certains le réduisent à une douceur passive, d'autres le confondent avec une agressivité compensatoire. Mais la vérité, celle que Carl Gustav Jung a révélée à travers ses recherches révolutionnaires en psychologie analytique, est infiniment plus profonde et plus puissante. Ce pouvoir dont nous parlons aujourd'hui n'est pas une mode passagère, ni une construction sociale récente. Il s'agit d'une force primordiale, ancrée dans les couches les plus profondes de notre psyché collective. Une énergie qui transcende les définitions limitées du genre et qui attend patiemment d'être reconnue, honorée et intégrée. Partie 1. La source cachée, les archétypes du féminin. Démystifier le pouvoir féminin. Commençons par déconstruire les malentendus modernes qui entourent cette notion de pouvoir féminin. Dans notre société contemporaine, nous assistons à une confusion générale. D'un côté, on trouve ceux qui associent le féminin à la fragilité, à la passivité, à une douceur qui confine à la faiblesse. De l'autre, dans une réaction compensatoire, certains mouvements prônent une forme de féminité agressive qui rejette tout ce qui pourrait être perçu comme vulnérable ou réceptif. Ces deux extrêmes passent à côté de l'essentiel. Le véritable pouvoir féminin, tel que Jung l'a compris à travers son exploration des archétypes universels, n'est ni faiblesse ni agression. C'est une force créatrice, réceptive et transformatrice qui opère selon ses propres lois, distinctes mais complémentaires de l'énergie masculine. Cette force est celle de la terre qui accueille la graine et la transforme en forêt majestueuse. C'est le pouvoir de l'océan qui façonne les continents par sa patience infinie. C'est l'intuition qui perçoit ce que la raison seule ne peut voir. C'est la capacité de tenir ensemble les paradoxes, de créer des connexions là où d'autres ne voient que séparation. L'inconscient collectif et les archétypes. Pour comprendre cette dimension du pouvoir féminin, nous devons plonger dans l'un des concepts les plus révolutionnaires de Jung, l'inconscient collectif. Contrairement à l'inconscient personnel, qui contient nos souvenirs refoulés et nos expériences oubliées, l'inconscient collectif est un réservoir universel de motifs psychiques partagés par toute l'humanité. Imaginez un vaste océan souterrain qui relie tous les êtres humains, peu importe leur culture, leur époque ou leur origine géographique. Cet océan est peuplé de ce que Jung appelait les archétypes, des formes primordiales, des modèles universels qui structurent notre expérience psychique avant même que nous en prenions conscience. Ces archétypes ne sont pas de simples idées abstraites. Ils sont vivants, dynamiques, chargés d'une énergie psychique considérable. Ils se manifestent dans nos rêves, nos mythes, nos contes de fées, nos œuvres d'art, et surtout
dans les patterns récurrents de nos vies. Parmi ces archétypes, ceux associés au féminin occupent une place particulièrement importante. Ils représentent des forces fondamentales de la psyché qui ont été honorées, célébrées, mais aussi réprimées et déformées au fil des siècles. Les archétypes féminins principaux. Explorons brièvement quelques-uns de ces archétypes féminins fondamentaux qui habitent notre psyché collective. La mère représente la force nourricière, protectrice et créatrice. Elle est la source de vie, celle qui donne sans compter, qui protège et qui permet la croissance. Mais attention, la mère possède aussi un aspect sombre, la mère dévorante qui ne laisse pas ses enfants grandir, qui étouffe par excès de protection. Comprendre cet archétype dans sa totalité, c'est reconnaître en nous la capacité de créer, de nourrir nos projets et nos relations, tout en sachant quand lâcher prise. La Vierge ou la jeune fille incarne la pureté du potentiel non réalisé, l'enthousiasme de la découverte, la curiosité innocente face au monde. Elle représente le commencement, le printemps de la vie psychique, la joie de l'exploration sans attachement aux résultats. Dans notre psyché, elle nous rappelle de rester ouverts, curieux, capables d'émerveillement, même après des années d'expérience. La femme sauvage est l'archétype de la nature indomptée, de l'instinct préservé, de la connexion viscérale avec les cycles naturels. Elle refuse la domestication, la conformité sociale qui étouffe l'authenticité. C'est elle qui hurle quand nous trahissons notre vérité, qui nous pousse à suivre notre intuition, même quand la logique nous conseille le contraire. La sage ou la vieille femme représente la sagesse accumulée, la perspective qui vient avec l'expérience, la capacité de voir au-delà des apparences superficielles. Elle connaît les cycles, elle a traversé toutes les saisons de la vie, elle détient les secrets de la transformation. Dans notre psyché moderne, nous négligeons trop souvent cet archétype, obsédés que nous sommes par la jeunesse et la nouveauté. La séductrice ou l'amante incarne le pouvoir de la sensualité, de l'attraction magnétique, de la passion créative. Elle sait que le désir est une force vitale qui peut transformer le plomb en or. Mais elle représente aussi la tentation de perdre son identité dans la fusion avec l'autre, le danger de la dépendance émotionnelle. Ces archétypes ne sont pas des catégories dans lesquelles nous devons nous enfermer. Au contraire, ils coexistent tous en nous, formant une constellation complexe et évolutive. Certains sont plus actifs à certaines périodes de notre vie. D'autres restent dans l'ombre, attendant d'être reconnus et intégrés. Le véritable pouvoir naît de la reconnaissance de cette multiplicité intérieure. Lorsque nous comprenons que nous portons en nous la mère et la vierge, la sauvage et la sage, l'amante et la guerrière, nous cessons de nous limiter à un seul rôle, une seule identité. Nous devenons fluides, capables de puiser dans différentes sources d'énergie selon les besoins du moment. Partie 2. L'étreinte de l'ombre. Reconquérir le pouvoir. Réprimer. Comprendre l'ombre jungienne. Maintenant que nous avons établi le fondement archétypal, nous devons aborder l'un des concepts les plus transformateurs et les plus mal compris de la psychologie jungienne. L'ombre. L'ombre, selon Jung, représente tous les aspects de nous-mêmes que nous avons refoulés dans l'inconscient, parce qu'ils ne correspondent pas à l'image que nous voulons projeter ou à ce que notre environnement a jugé acceptable. C'est le réservoir de tout ce que nous avons appris à cacher, à nier, à rejeter, souvent dans notre enfance, sous l'influence de nos parents, de nos enseignants,
de nos pères et de notre culture. Voici la vérité paradoxale que Jung a découverte. Dans l'ombre ne résident pas seulement nos défauts et nos aspects négatifs, mais aussi d'immenses réservoirs de pouvoir, de créativité et d'authenticité. Souvent, ce que nous refoulons le plus profondément, ce ne sont pas nos faiblesses, mais nos forces les plus menaçantes pour l'ordre établi. L'ombre du féminin dans la culture moderne. Cette dynamique est particulièrement cruciale quand il s'agit des qualités féminines. Notre culture occidentale moderne, malgré ses progrès apparents, continue de réprimer systématiquement certains aspects du féminin, créant ainsi une ombre collective massive. Pensez-y un instant. Combien de fois avez-vous entendu qu'être trop émotionnel était un défaut? Dans combien d'environnements professionnels l'intuition est-elle dévaluée au profit de données objectives? À quelle fréquence la réceptivité est-elle confondue avec la passivité? Combien de fois la douceur est-elle perçue comme une faiblesse plutôt que comme une force consciente? Les qualités associées au féminin, l'émotion, l'intuition, la réceptivité, la cyclicité, la capacité de tenir ensemble les paradoxes, l'orientation vers la relation plutôt que vers la performance, ont été systématiquement dévalorisées dans notre société hyper-rationnelle, linéaire et orientée vers la production. Le résultat? Des générations entières d'êtres humains, hommes et femmes, qui ont appris à réprimer ces aspects vitaux de leur psyché. Nous avons créé une civilisation déséquilibrée, malade de son propre excès de yang, assoiffée du yin qu'elle a banni dans les ténèbres. Identifiez votre ombre féminine. Personnel. Comment pouvez-vous reconnaître les aspects du féminin que vous avez relégués dans votre ombre personnelle? Jung nous donne plusieurs indices précieux. Premièrement, observez vos réactions émotionnelles intenses et disproportionnées. Quand vous jugez quelqu'un avec une véhémence particulière, il y a de fortes chances que cette personne incarne quelque chose que vous avez refoulé en vous-même. Si vous êtes intensément irrité par quelqu'un que vous jugez trop sensible ou trop intuitif, interrogez-vous. Quelle partie de votre propre sensibilité ou intuition avez-vous dû sacrifier pour être accepté? Deuxièmement, écoutez vos rêves. Les figures de vos rêves, particulièrement celles qui vous mettent mal à l'aise ou qui possèdent des qualités que vous admirez secrètement, représentent souvent des aspects de votre ombre. Une femme sauvage qui apparaît dans vos rêves pourrait représenter votre propre spontanéité réprimée. Une sorcière pourrait symboliser votre pouvoir personnel non revendiqué. Troisièmement, examinez vos « je ne suis pas du genre à ». Chaque fois que vous affirmez catégoriquement « je ne suis pas du genre à exprimer mes émotions », je ne suis pas du genre à suivre mon intuition, je ne suis pas du genre à prendre soin des autres, vous dessinez les contours de votre ombre. Le processus d'intégration de l'ombre. L'intégration de l'ombre n'est pas un processus confortable. Elle exige courage, honnêteté et humilité. Mais c'est précisément à travers ce processus que nous récupérons notre pouvoir authentique. La première étape est la reconnaissance. Vous devez simplement admettre « oui, cet aspect existe en moi », même si je l'ai nié pendant des années. Pas besoin de le justifier ou de l'expliquer immédiatement. Juste le reconnaître. La deuxième étape est l'investigation. Posez-vous la question. Quand ai-je appris à réprimer cet aspect de moi-même? Quelles étaient les circonstances? Qui m'a transmis le message que cette partie de moi était inacceptable?
Souvent, vous découvrirez des moments précis de votre enfance où vous avez pris la décision inconsciente de cacher cette partie de vous. La troisième étape est l'expression graduelle. Vous ne devez pas nécessairement manifester pleinement ces aspects refoulés du jour au lendemain. Commencez petit. Si vous avez réprimé votre sensibilité émotionnelle, permettez-vous de pleurer seul devant un film. Si vous avez nié votre intuition, commencez par écouter ces pressentiments subtils dans des situations à faible enjeu. La quatrième étape est la réappropriation consciente. À mesure que vous explorez ces territoires interdits de votre psyché, vous réalisez que ces aspects ne sont pas dangereux. Ils sont essentiels à votre complétude. Vous apprenez à les intégrer consciemment dans votre vie quotidienne, pas comme des forces incontrôlées, mais comme des ressources précieuses. Partie 3. Anima et animus, l'acte d'équilibrage intérieur. Les concepts fondamentaux d'anima et animus. Nous arrivons maintenant à l'un des concepts les plus subtils et les plus profonds de Jung, l'anima et l'animus. Ces concepts représentent la contrepartie psychique du genre, l'anima étant le féminin intérieur de l'homme, et l'animus le masculin intérieur de la femme. Mais attention, Jung ne parlait pas ici de stéréotypes de genre simplistes. L'anima et l'animus représentent des fonctions psychologiques complexes, des ponts entre le conscient et l'inconscient, des médiateurs entre le moi et le soi. Pour les femmes, l'animus représente cette voix intérieure qui articule, qui structure, qui discrimine, qui affirme. C'est la capacité de penser de manière logique, de créer des frontières saines, de s'affirmer dans le monde. Mais l'animus mal développé peut aussi devenir une voix critique intérieure tyrannique, un juge impitoyable qui sabote constamment la confiance féminine. Pour les hommes, l'anima représente la capacité de ressentir, d'être en relation, de recevoir, d'intuiter. C'est elle qui permet à un homme d'accéder à sa vie émotionnelle profonde, à sa créativité, à son âme. Mais l'anima non intégré peut aussi manifester des sautes d'humeur inexplicables, une sentimentalité excessive, ou une projection de l'idéal féminin sur les femmes extérieures. L'anima, le pouvoir féminin. Intérieur des femmes. Concentrons-nous maintenant sur l'anima, dans le contexte féminin, c'est-à-dire sur la manière dont les femmes peuvent développer et intégrer leur propre essence féminine profonde, souvent éclipsée par un animus hypertrophié. Dans notre culture moderne, beaucoup de femmes ont développé un animus fort par nécessité. Pour réussir dans des environnements professionnels masculins, pour être prises au sérieux, pour protéger leur intégrité, elles ont dû renforcer leur capacité analytique, leur assertivité, leur logique rationnelle. C'est nécessaire et précieux. Mais le problème survient quand ce développement de l'animus se fait au détriment de la connexion avec l'essence féminine profonde, ce que nous pourrions appeler l'anima de la femme, sa connexion avec les archétypes féminins de l'inconscient collectif. Cette essence féminine profonde représente plusieurs capacités cruciales, souvent négligées dans notre monde moderne. L'intuition comme forme de connaissance légitime. Il ne s'agit pas d'une fantaisie irrationnelle, mais d'une perception rapide et holistique de patterns complexes, une capacité de synthèse qui précède l'analyse. Les femmes qui ont réprimé cette capacité se trouvent constamment en train de douter de leurs pressentiments, cherchant toujours une validation externe rationnelle avant d'agir. La cyclicité comme rythme naturel. Contrairement au modèle linéaire et constant de productivité, le féminin opère par cycle,
des périodes d'expansion et de contraction, de création et de repos, d'extraversion et d'introspection. Honorer cette cyclicité plutôt que de la combattre libère une énergie considérable. La capacité de tenir ensemble les paradoxes. Là où la logique masculine cherche à résoudre les contradictions en choisissant un côté, le féminin peut maintenir la tension créative entre les opposés. Elle peut être à la fois forte et vulnérable, indépendante et interdépendante, rationnelle et intuitive. L'orientation vers la relation plutôt que vers la hiérarchie. Le féminin crée des réseaux de connexion, valorise le contexte et la relation, privilégie la collaboration sur la compétition. Dans un monde obsédé par le classement et la hiérarchie, cette orientation est révolutionnaire. Développer votre anima féminine. Comment les femmes peuvent-elles développer consciemment cette connexion avec leur essence féminine profonde? D'abord, en créant des espaces réguliers de silence et de réceptivité. Notre monde est saturé de bruit, d'informations, de stimulation constante. Le féminin a besoin de silence pour se révéler, de vide pour créer. Cela peut prendre la forme de méditation, de temps dans la nature, de périodes sans objectif ni agenda. Ensuite, en honorant les cycles naturels. Observez les cycles de la Lune, notez comment votre énergie fluctue au cours de votre cycle menstruel si vous en avez un. Reconnaissez les saisons de votre vie créative. Cessez de vous battre contre ces marées naturelles et apprenez à naviguer avec elles. Troisièmement, en développant une pratique d'écoute intérieure. Le journal intime, le travail avec les rêves, l'expression créative libre. Ces pratiques créent un dialogue avec les couches profondes de la psyché, où résident les archétypes féminins. Quatrièmement, en recherchant la compagnie d'autres femmes dans des contextes non compétitifs. Les cercles de femmes, les espaces féminins sacrés, existent depuis des millénaires pour une bonne raison. Ils créent un champ morphique où le féminin peut s'exprimer librement, sans la nécessité de se conformer aux attentes masculines. Cinquièmement, en cultivant une relation consciente avec votre corps. Le féminin n'est pas une abstraction mentale. Il s'incarne, il s'enracine dans la sagesse somatique. Les pratiques corporelles conscientes comme le yoga, la danse intuitive, le travail avec la respiration, peuvent réveiller des couches d'intelligence féminine endormies. Partie 4. Synchronicité et intuition. Se connecter au flux. La synchronicité. Quand l'univers parle, Jung a introduit le concept révolutionnaire de synchronicité, ces coïncidences significatives qui semblent défier les lois de la probabilité, ces moments où le monde extérieur reflète mystérieusement nos processus intérieurs. Vous pensez à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années, et cette personne vous appelle dans l'heure qui suit. Vous vous débattez avec une question existentielle, et vous tombez par hasard sur un livre qui répond précisément à votre interrogation. Vous rêvez d'un symbole obscur, et ce symbole apparaît le lendemain dans votre vie éveillée. Pour Jung, ces événements n'étaient pas de simples coïncidences, mais des manifestations d'un principe de connexion non causale qui opère dans l'univers. Il révèle que nous sommes intrinsèquement connectés au monde qui nous entoure d'une manière qui transcende notre compréhension matérialiste habituelle. Le lien entre synchronicité et féminin. Pourquoi ce concept de synchronicité est-il particulièrement pertinent pour notre exploration du pouvoir féminin intérieur? Parce que l'expérience de la synchronicité requiert précisément ces qualités féminines
que nous avons exploré la réceptivité, l'intuition, la capacité de percevoir des patterns subtils, l'ouverture au mystère, la confiance dans les processus non linéaires. Quand vous êtes constamment dans un mode de contrôle, de planification rigide, de rationalité exclusive, vous passez à côté de ces fils invisibles de signification qui tissent votre vie. Vous êtes tellement focalisé sur votre agenda que vous manquez les invitations que l'univers vous envoie constamment. Le féminin éveillé, par contre, reste poreux, attentif, disponible. Il remarque les signes, il suit les synchronicités, il fait confiance au chemin tortueux que la vie propose. C'est cette qualité qui permet ce que les taoïstes appellent le Wu Wei, l'action dans la non-action, l'accomplissement sans effort forcé. Cultiver l'intuition, méthode pratique. L'intuition n'est pas un don mystique réservé à quelques élus. C'est une capacité naturelle de la psyché humaine, particulièrement développée dans les dimensions féminines de notre être. Mais comme tout muscle, elle s'atrophie si elle n'est pas utilisée, et elle se renforce avec la pratique. Le travail avec les rêves est peut-être la méthode la plus puissante pour développer l'intuition. Jung considérait les rêves comme la voie royale vers l'inconscient. En tenant un journal de rêves, en notant vos rêves chaque matin, avant que la conscience rationnelle ne les efface, vous établissez un dialogue avec les couches profondes de votre psyché. Ne cherchez pas immédiatement à interpréter vos rêves de manière littérale. Asseyez-vous plutôt avec eux, comme avec des poèmes. Ressentez leur atmosphère émotionnelle. Notez les images qui reviennent. Avec le temps, vous commencerez à reconnaître le langage symbolique personnel de votre inconscient. L'écriture automatique ou le journaling intuitif est une autre pratique puissante. Chaque matin, avant que votre mental critique ne se réveille pleinement, écrivez pendant 20 minutes, sans censure, sans objectif. Laissez votre main bouger, ne vous souciez ni de la grammaire ni de la cohérence. Souvent, dans ce flux non censuré, des insights profonds émergent. L'observation mindful consiste à développer une attention ouverte et non jugeante à votre expérience présente. Pratiquez l'art de remarquer les synchronicités mineures, les pressentiments subtils, les sensations